C'est une mini-série tacticienne. C'est que de la tactique et il n'y a aucune stratégie. Taisez-vous les femmes, vous n'avez rien à reprocher aux hommes des années 60, ça suffit. Voilà. C'est ça la leçon Netflix d'aujourd'hui. Scott Frank, bravo, t'es le meilleur, continue champion. Pour la cause des hommes, t'es notre meilleur agent. Le secret en fait de ce film, c'est que c'est un robot. Si vous avez cette clé de lecture là, vous voyez le film comme un film de science-fiction. Bonjour les amis, j'ai vu la mini-série qui vient de sortir sur Netflix de Scott Frank, Le jeu de la dame, The Queen's Gambit. Et je vais vous en parler dans ce Philozoom qui lui est consacré. À la fin de cette vidéo, je vous dirai quel est le philosophe qui entre en résonance avec cette œuvre. C'est parti! Je donne la note tout de suite, ça peut choquer, je l'argumente. Voilà, vous l'avez là, elle s'affiche. C'est un système de notation assez objectif, je vous en parlerai plus tard. 2 sur 5. Donc on a affaire à une œuvre fictionnelle tout à fait sympathique à regarder. C'est agréable, c'est intéressant au niveau de la réalisation. L'histoire du jeu de la dame. On suit une prodige du jeu d'échecs de 8 ans à 22 ans, Elizabeth Harmon, qui a perdu sa mère dans un accident de voiture à l'âge de 8 ans. Le père n'étant plus là, elle est récupérée, mise dans un orphelinat pour filles. On est dans les années 50 et elle va apprendre le jeu d'échecs au sous-sol avec le concierge de cet orphelinat, un homme taciturne, qui joue contre lui-même au jeu d'échecs, solitaire. Et elle va se passionner pour le jeu. Il faut dire qu'elle est un peu en décalage émotionnel et psychologique avec les filles de son âge. Elle reçoit donc cette éducation et puis cette passion pour le jeu se double d'une autre passion, d'une addiction à des tranquillisants qui sont à l'époque distribués aux pensionnaires, des petites pilules vertes, on en parlera, qui sont des anxiolytiques et elle va devenir accro à ça. Elle va se révéler une joueuse de plus en plus fracassante, repérée d'abord dans les clubs locaux, puis à un niveau national, et enfin, elle va pouvoir affronter les plus grands maîtres de ce jeu où les plus grands noms sont d'abord des noms d'hommes. Elle est assez indépendante, Bess, et on la suit traversant aussi les époques. Elle est prise dans le tourbillon de la guerre froide des années 60. Évidemment, les joueurs russes sont excellents à l'époque. Je vous rappelle qu'on étudiait le jeu d'échecs à l'école et que ça faisait partie du bagage qu'on donnait aux jeunes Russes. Et à travers, bien sûr, les champions du monde entier au jeu d'échecs s'affrontent des États, puisque le jeu d'échecs est toujours le symbole de l'intelligence humaine. On est bien sûr bien avant l'avènement et le triomphe des ordinateurs dans le monde échiquéen. Cette mini-série, réalisée par Scott Frank, qui a signé Godless, une autre mini-série de 7 épisodes également, sortie chez Netflix. La réalisation est totalement impeccable. Elle est propre, elle est poétique. On est dans des tons gris, des tons perlés qui rappellent d'ailleurs les pièces du jeu d'échecs. On est dans du sombre, entre le noir et le gris foncé, pour les pièces noires. Et puis pour les pièces blanches, on est dans du crème. On est dans ces deux tons qui s'opposent. Et plus que ça, la réalisation prend du plaisir, en utilisant notamment des images de synthèse, à mettre en place un code visuel, symbolique, fait de carrés dans des carrés, de formes géométriques. Ça tombe bien, on est dans les années 60, où les formes géométriques sont légion. Lorsqu'on regarde ces 7 épisodes de cette mini-série, c'est presque un jeu de repérer qu'est-ce qui peut évoquer le jeu d'échecs. Le personnage d'Elizabeth Harmon est assez, on va pas dire lunaire parce qu'elle a un regard très précis, mais elle est anempathique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'empathie. Incarnée par Anya Taylor-Joy, elle a joué dans Peaky Blinders. Là, elle incarne une Beth Harmon, absolument lisse, volontairement lisse. Je dirais qu'elle est atteinte d'une pathologie du spectre de l'autisme parce qu'elle n'arrive pas à être empathique avec qui que ce soit. Les garçons, bien sûr, ça pose un problème dans sa relation à la sexualité. Elle a 20 ans, 22 ans. On a affaire, pour moi, à une comédienne qui est vraiment très plastique, qui sublime la photo qui est déjà très belle. Une colorimétrie extraordinaire, désaturée. Elle pose bien, c'est un mannequin idéal pour cette série. Maintenant, en termes de profondeur de jeu, elle est sûrement très douée, cette actrice, Anya Taylor-Joy, mais ça ne se voit pas vraiment. Car elle incarne
un robot. Nous avons dans cette série un personnage totalement robotique. J'ai l'impression que une IA serait beaucoup plus empathique, elle ferait semblant bien sûr, que cet être humain-là. Alors c'est compliqué pour la cause féministe que de montrer qu'une femme qui dit « les mecs, je vous emmerde, la religion, je vous emmerde, je ne vis que ce que je veux vivre et personne, ni mon père adoptif, ni le gardien qui a l'air un peu comme ça bizarre au fond de sa cale, ni le beau gosse qui m'invite dans sa chambre d'hôtel prétextant une séance de photos, ne me font peur. » Elle a peur de rien puisque ce n'est pas un être humain, c'est un robot. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter. Lorsque vous voyez le robot Sophia, qui d'ailleurs a accédé en Arabie Saoudite à la nationalité, vous avez un visage qui essaie d'être expressif mais qui n'y arrive pas, qui glace un peu le sang avec cette vallée dérangeante qu'un roboticien japonais a théorisé, comme quoi quand quelque chose s'approche de l'humain, il nous effraie d'autant plus qu'il n'est pas humain. Eh bien là, elle a un côté un peu effrayant parce qu'elle est plastique. Toute la communication de la mini-série montre et insiste sur le côté addictif de cette héroïne sombre. Honnêtement, on ne le sent pas. On la voit boire, on la voit se torcher. Bon, elle est addicte à ces petites pilules vertes depuis l'enfance, on ne sait même pas de sa faute. Voilà, elle est tombée dedans quand elle était petite, un peu comme la potion magique pour Obélix. Certes, mais sa peau est tout le temps impeccable. Ses yeux sont tout le temps grands ouverts. Son regard est tout le temps hyper précis, comme un robot. C'est du Terminatora version girly, glamour, on va dire plutôt. Alors évidemment, au début, on se dit bon, elle va se révéler. Elle est dans une gang un peu autistique qui l'enferme dans ses traumas d'enfant. Abandonnée, d'enfants orphelines, pas du tout, je spoil peut-être, mais le personnage cesse d'évoluer à partir de l'épisode 4. Voilà, donc on a 4, 5, 6, 7. J'étais dithyrambique sur les 3 premiers épisodes. Vraiment, j'ai trouvé cette série magnifique. Tout a été donné, j'ai l'impression, pendant les 3 premiers épisodes. Et puis après, il n'y a plus d'évolution du personnage. Elle grandit. Et quoi qu'elle fasse, qu'elle couche avec un tel ou un tel, qu'elle perde ou qu'elle gagne, elle reste identique à elle-même, toujours hantée par le passé, mais un passé dont on ne comprend pas pourquoi il le hante à ce point. On a l'impression qu'il y a un puzzle à reconstruire parce qu'elle est vraiment traumatisée, elle ne pense qu'à ça. Sa mère et puis quelques souvenirs de l'orphelinat. Voilà. Donc, elle est obsédée par ça. C'est tout ce qui donne de la consistance à un personnage qui, autrement, est totalement lisse. On n'accède pas à son monologue intérieur. On aurait aimé une voix off, peut-être, pour qu'on comprenne les méandres. Le concierge, Monsieur Chemel, lui dit « Tu as beaucoup de colère en toi, fais attention, fais attention. » On imagine que l'addiction, du coup, devient un démon possible pour elle. Et on est très choqué de voir que non, finalement. En fait, elle n'a pas besoin de faire attention, Bess, parce que c'est un robot. Et donc l'addiction n'a pas de prise sur elle. Donc du coup, ce mantra, attention, tu as de la colère en toi, tu risques de commettre le pire, etc. Ce mantra tombe complètement à l'eau. Le jeu d'échecs dans le roman est une sorte de barrage qui la protège contre tous les endoctrinements de l'époque. L'endoctrinement soit une mère au foyer et une femme modèle soumise à l'homme, l'endoctrinement patriarcal, ou l'endoctrinement religieux. Elle grandit dans un orphelinat avec une éducation religieuse, on n'en voit totalement aucune trace dans la série. Elle rembarre l'association chrétienne qui veut la sponsoriser pour qu'elle aille porter le message de Jésus-Christ en étendard. Elle les rembarre gentiment en disant non, ça m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. De toute façon, dans toute cette série, Bess n'a aucune complication. Hein, si ce n'est, elle vomit même pas. Je me souviens pas la voir vomir parce qu'elle boit trop. Hein. Elle est tout le temps bien coiffée. Donc c'est une addiction glamour qui est montrée. Et c'est très dangereux, intellectuellement. Montrer l'addiction sous ce regard-là, un regard glamour, un regard presque cool. Hein. Alors on est habitué avec les séries de voir tout le temps des héros fumer. On sent qu'il y a le lobby du tabac derrière qui, je sais pas comment, arrive à percer la coque scénaristique pour faire fumer tous les personnages. Faut que ça fume, pour que ça soit cool. Bon, donc on la voit clope au bec en train de lire des livres d'échecs. Voilà, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que l'auteur du roman, Walter Tevis, est quand même mort d'un cancer des poumons, était un buveur invétéré, avait des problèmes d'addiction multiples et dramatiques.
il jouait, il était dans l'alcool, etc. C'est un livre qu'il a écrit avant sa mort, très peu de temps avant sa mort. Il y a des douleurs qui y sont exprimées. Alors sous forme, c'est vrai que dans le roman, c'est toujours un peu poétique et métaphorique, mais on connaît un peu le bonhomme et puis il y a une profondeur littéraire qui n'est pas là. On aurait aimé d'ailleurs avoir des extraits, il y a quand même un certain lyrisme dans ce roman, on aurait aimé la voir encore une fois en voix off. Je crois que ce qui manque profondément, c'est la voix off qui nous aurait permis de montrer la qualité littéraire d'où provient cette narration. Il y a quand même des répliques qui sont utilisées ou des situations, le fait que sa meilleure amie pour quelqu'un qui est anempathique, hein, donc ça reste très salut, ça va. Ce qui rend d'ailleurs totalement peu crédible le fait qu'elle la retrouve, je spoil, plus tard. Parce qu'en fait, leur échange, c'était salut, ça va. C'est tout. Salut, ça va. Il y a deux livres qui forcément arrivent quand on a un tout petit peu lu. C'est de Nabokov, La défense Loujine, qui a été adapté en 2000 au cinéma. Un champion, Loujine, qui va tomber dans la folie parce qu'il est génial. Donc c'est ce mythe très romantique, hein, voilà, très connu dès qu'on parle du jeu d'échecs, symbole de l'intelligence suprême et donc symbole du génie destructeur. Et Nabokov a écrit ce livre fondé sur un fait divers d'un joueur de jeu d'échecs qui s'est défenestré en 1924, à la fois génial et à la fois pas poète maudit mais joueur maudit. Et puis on a à peu près le même thème dans la nouvelle Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Avant qu'il ne se suicide en 1942, eh bien, il écrit cette nouvelle qui raconte l'histoire d'un anonyme génialement doué aux échecs, mais il est anonyme parce qu'il a été emprisonné par les nazis et il a appris dans sa prison en jouant contre lui-même. Et vous voyez bien que la nouvelle Le joueur d'échecs de Stefan Zweig résonne énormément avec le jeu de la dame, The Queen's Gambit. Walter Tevis n'a pas été cherché loin dans son imagination. C'était un prof de littérature. Il connaissait par cœur Stefan Zweig et Nabokov. Il a pris les deux, il les a croisés et ça a fait The Queen's Gambit. Voilà l'histoire. Donc il a juste dit, tiens, ça va être une femme. On est, quand il écrit le livre, dans les années 80. Franchement, il y a plein de femmes de partout. Alors bien sûr, elle n'affronte pas encore les grands joueurs masculins. Ce qui peut paraître choquant aujourd'hui, c'est que à l'époque, il y avait vraiment des championnats féminins et des championnats masculins, alors qu'on a quand même le même cerveau. Là, il faudra attendre les sœurs Polgar au jeu d'échecs, Suzanne Polgar, Sofia Polgar, mais surtout Judith Polgar, qui affronte par exemple Kasparov. Kasparov qui la traitait de petit singe savant et qui, quand il s'est mangé une défaite, il a dit « je revois mon jugement ». Ça, Walter Tevis ne pouvait pas le savoir. Par contre, ce qu'il pouvait savoir, et ce qu'il devait savoir puisqu'il était amateur de jeux d'échecs, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes joueuses d'échecs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certes, dans des championnats féminins, mais les championnats féminins, dans les années 60, ils existaient. Et ça, dans le jeu de la dame, on ne le voit pas du tout. On voit juste 2-3 nanas au début qui se font rétamer, mais on ne voit pas du tout des ligues de joueuses d'échecs. Quelque part, quand vous sortez du film, vous dites « Ah ouais, en fait, les femmes, dans les années 60, elles étaient nulles au jeu d'échecs. » C'est totalement faux. C'est un mensonge misogyne. C'est de la misogynie, ça s'appelle. Vous gommez l'histoire des femmes, vous la rayez, et vous dites « Les femmes, c'est depuis les années 90 qu'il y en a. Avant, il n'y avait pas de championne. » C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et c'est dommage. Donc, quelque part, on dit que cette série se veut féministe, elle gomme quand même l'idée qu'à l'époque, il y a d'excellentes joueuses d'échecs, et ça, on aurait pu quand même le montrer, même si c'est pas fondamental dans le roman. Une adaptation en 2020 aurait pu, peut-être, si on veut vraiment être féministe, hein, aurait pu montrer que peut-être qu'il n'y a pas de rencontre sur les US Open et les tournois officiels entre cerveau masculin et cerveau féminin autour des 64 cases. Eh bien, on imagine qu'ils avaient des petites copines, qu'elles avaient des petits copains, et que comme l'ambiance new-yorkaise nous est dépeinte à un moment dans cette mini-série où on voit, ils sont tous autour de la table en train de discuter, on aurait pu mettre des joueuses d'excellent niveau. Non, pas du tout. Le message est très simple. Pour être à égalité avec des hommes, il faut être anempathique, c'est-à-dire tu dois renoncer à tout ce qui est émotionnel en toi. Ça nous montre qu'il faut être une sorte de créature extraterrestre dans un monde où il n'y a que des garçons. Donc la sororité se cantonne juste à l'idée qu'on a été dans le même orphelinat, on n'a partagé aucune émotion vraiment profonde, mais comme on est fille, je vais te payer ton billet d'avion. Voilà, c'est très cheap.
Les garçons, ils sont gentils, quelle que soit leur tête, quelle que soit leur corpulence, quelle que soit leur position de pouvoir, ils sont gentils, taisez-vous les femmes. Taisez-vous les femmes, vous n'avez rien à reprocher aux hommes des années 60, ça suffit. Voilà. C'est ça la leçon Netflix d'aujourd'hui. Scott Frank, bravo, t'es le meilleur, continue champion. Pour la cause des hommes, t'es notre meilleur agent. La mère est prête à tuer son enfant. Enfin, vision de la mère, vision de la maternité et de la mère absolument déplorable. Et puis alors, Bess, j'ai oublié de le mentionner, c'est très important dans la mini-série, Bess a une mère adoptive, et le spectacle que l'on voit de cette mère adoptive, c'est vraiment une mère alcoolique, un peu enfermée dans ses échecs de vie, pianiste refoulée qui avait trop le trac pour pouvoir faire une carrière, et délaissée par son mari. Bon, c'est donc la femme des années 50, mais qui a perdu la partie de la femme modèle. Elle est plus humaine que Bess, ça donne d'ailleurs de l'humanité à la série, parce que sinon, Bess tout seul, ça serait très compliqué. D'ailleurs, c'est très compliqué. Dès que la mère meurt, la mini-série perd un levier d'humanité extrêmement important, parce qu'elle était quand même vibrante pour sa fille adoptive, elle essayait de comprendre le jeu d'échecs, elle buvait, elle était vivante, elle dit « détends-toi », elle a tout un hymne à « détends-toi ». Elle n'a besoin d'aucune défense par rapport à la prédation masculine. D'abord, pour une première raison, c'est que la prédation masculine n'existe pas. Une fille de 9 ans peut aller dans un sous-sol sombre d'un concierge complètement bizarre. Franchement, c'est Bill Camp qui joue super bien, mais qui est sans émotion, qui a un regard. Mais vraiment, quand vous le voyez, vous dites « voilà, j'ai pas tellement envie que ma fille de 9 ans traîne avec ce genre de monsieur ». Avec des rapports de force et de domination d'âge. Donc on voit, et la jeune qui incarne Bess à l'âge de 9 ans est formidable. On voit qu'elle se laisse pas faire, d'accord. Mais elle aurait pu vivre un sale quart d'heure. On est dans du lisse et dans « ne t'inquiète pas ma fille, si tu n'as pas d'empathie, personne va vouloir t'embêter ». Il n'y a aucun danger venant de la part des hommes, pourvu, attention, c'est là où c'est très dangereux philosophiquement comme mini-série, pourvu que tu sois un robot. Ça me fait penser aux jeunes femmes qui doivent s'habiller avec des joggings et parler comme des mecs, parce que sinon, elles subissent un harcèlement de rue violent. Hélas, il y a beaucoup de jeunes filles de 16 ans qui, dans certains établissements, par exemple, sont obligées d'adopter ces codes de violence, de brutalité et de vulgarité, non pas parce que c'est leur nature ou parce qu'elles ont envie d'être comme ça, mais par mesure de survie. Ça, c'est vraiment quelque chose de très connu, documenté sociologiquement. Alors là, ce film, vous inquiétez pas, aucun problème. On peut imaginer que les mecs en position de force, de patriarcat absolu, de prestige, eh bien, ils auraient évidemment, au moins dans toute la flopée qu'elle croise, auraient voulu abuser un tout petit peu de quelque chose. C'est dommage que ça soit pas montré. C'est choquant que ça soit pas montré. Moi, en tout cas, ça me choque comme message donné. Un autre exemple très choquant. Dans une de ses premières soirées alcoolisées avec joint à la clé. C'est sa première soirée, elle connaît encore une fois rien de l'amour et même des codes de séduction. Il y a un mec graveleux qui prend des cours de russe avec elle et qui là, alors qu'elle n'a pas tellement de lien avec lui, va profiter de la situation. Alors vous allez me dire, elle était consentante. Bon, ok, elle est consentante, alcoolisée, en ayant fumé des joints sans avoir trop l'habitude de ça. Bon, alors vous allez me dire, elle est consentante. Moi je dis, ça pose question. Et aujourd'hui, en 2020, quand vous mettez en scène, surtout avec les scandales hollywoodiens et compagnie, quand vous mettez en scène des situations comme ça, vous êtes responsable. Vous devez être responsable. Vous devez... Non, là, pas du tout. Elle est torchée, il est torché, et ils font l'amour. Politiquement, c'est de la pourriture totale. C'est pas du tout féministe, c'est même, je dirais, très compliqué. L'antiracisme n'est juste pas traité. Il est traité dans sa forme la plus caricaturale. Il se trouve que Jolene, son amie d'orphelinat, le seul truc quand elle dit « je veux être radicale », on pense aux Black Panthers, sa radicalité, c'est de se laisser les cheveux nappis, et dans ses propos, on trouve aucun mot d'antiracisme. Je pense que quand une noire des années 60 se dit je veux être radicale, puis elle le dit comme un choix au menu du self-service. C'est pas tiens, j'aimerais bien être radicale. Tiens, je crois que je vais cocher la case radicale parce que j'aime bien. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans l'antiracisme, on est dans le pire. On est dans quelque chose de totalement décérébré politiquement. C'est comme si on voulait surfer sur les thèmes politiques de l'époque sans aborder la politique. On ne voit aucun racisme, aucun sexisme de tout le film. De tout le film. Ça n'existe pas. Voilà ce que montre cette mini-série ultra réactionnaire, Trump compatible,
C'est une mini-série qui montre que le sexisme et le racisme sont des inventions d'aujourd'hui, mais que dans les années 60, ça n'existe pas. Au pire, les hommes lisent leur journal sans parler à la femme. C'est le pire qu'ils puissent faire. Ils lisent leur journal et ils ne parlent pas à la femme. C'est le pire. Là, vous avez le summum de la domination masculine. Elle est obligée de se droguer pour bien jouer. Bon, elle est obligée de boire pour bien jouer, elle est obligée d'avoir ses pilules vertes pour bien jouer. Connaissant le jeu d'échecs de l'intérieur, j'en doute fort. Les grands joueurs d'échecs, là où ils peuvent nous apporter des choses en philosophie, c'est quand ils nous expliquent comment trouver l'harmonie intérieure. Ou comment déstabiliser l'adversaire d'une façon subtile. Judith Poglard, par exemple, utilisait sa chevelure pour déstabiliser ses adversaires. Elle jouait avec ses cheveux, avec sa féminité, et ça les perturbait. Là, on l'a pas du tout. Nous avons une poupée de cire, et elle joue comme une poupée de cire. Elle serre la main, elle regarde, toujours le même regard, toujours le même regard. Elle ne s'émeut jamais, pas une seule fois sur cet épisode, d'une combinaison. Quand on connaît un peu le jeu d'échecs, vous avez des jouissances. Et d'ailleurs, autour d'elle, quand même, ils ont des jouissances. Les gars autour d'elle ont de l'empathie. Et d'ailleurs, ils tombent amoureux de cet extraterrestre. Et ils ont de la jouissance, ils font des combinaisons, ils ont du plaisir. On sent vraiment le plaisir de jouer. Elle, son seul plaisir que l'on voit, c'est que quand on lui dit « Est-ce que tu joues une partie ?» elle dit oui. Elle dit tout le temps oui. C'est une poupée de cire qui dit oui quand il s'agit de jouer aux échecs. Et même quand il s'agit de sexualité, d'ailleurs. Elle dit oui à peu près à tout le monde. Parce que en fait rien n'a de saveur humaine. La saveur humaine n'existe pas. C'est quelqu'un dont la seule imagination consiste en des flashbacks, on peut pas tellement appeler ça de l'imagination, parfois des micro-flashbacks. Elle a eu peut-être du désir, c'est là, ça dure 2 secondes et hop, elle s'en va, ça s'en va. Et puis des flashbacks avec sa maman et avec son passé, mais alors n'attendez pas des clés incroyables du passé. C'est très plastique et extérieur. Nous n'entrons jamais vraiment dans un labyrinthe ténébreux d'une âme torturée. C'est un robot. Encore une fois, Bess n'a pas de problème à se droguer, n'a pas de problème à boire, n'a pas de problème à être sans émotion. Tout va bien, mais vraiment, tout va bien, en fait. Quel est son problème? Elle n'en a pas. Et en plus, elle devient championne d'échecs, donc aucun problème. Donc, super. Finalement, cette série, c'est un hymne aux robots. Finalement, avec des personnages comme Bess, on peut préparer un monde où des robots androïdes vont nous bluffer et qu'on va croire qu'ils sont humains. Parce qu'à force de voir des personnages lisses, plastiques, sans émotion, avec des gueules super sympas, eh bien, on va commencer à s'habituer à considérer nos petits androïdes comme finalement, c'est des êtres comme tout le monde. C'est vraiment étrange comme programme Netflix. On a l'impression qu'ils sont maqués avec les roboticiens et avec l'intelligence artificielle de Google et d'autres groupes pour pouvoir nous préparer un monde où les robots sont parmi nous. C'est vraiment, pour moi, une série d'introduction du robot dans la fiction, qui est censée être une fiction traversée d'humanité. Années 60, la musique, le rock, la libération des mœurs. Voilà. Eh ben non, c'est traversé de robots. Et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil dans la série. À un moment, il parle des premiers ordinateurs qui jouent au jeu d'échecs et on lui dit au moins Bess n'est pas un robot et ça c'est ce que tu dis, répond un autre personnage, c'est ce que tu dis. Donc ils nous ont quand même donné cet indice. Le secret en fait de ce film, c'est que c'est un robot. Voilà, si vous avez cette clé de lecture là, vous voyez le film comme un film de science-fiction. Alors la seule imagination de Bess, c'est des flashbacks très peu imaginaires, hein. Pas de cauchemar, pas de rêve, pas d'émotion, pas de livre, pas d'onirisme, pas de symbole, pas de gimmick. Elle a aucune marotte. Elle a aucune marotte. Aucune phrase clé, aucune expression précise, aucun symbole. Voilà, elle a aucune marotte, elle a rien, elle est vide. C'est une coquille vide. Et l'autre phase un peu imaginaire, qui est pas imaginaire, c'est qu'elle regarde le plafond avec les ombres du dehors qui sont projetées sur le plafond, les arbres, etc. Et elle en fait un échiquier et les pièces sont à l'envers. Et là, il y a des images de synthèse plus ou moins bien faites. Quand c'est des ombres, c'est très joli. Quand c'est les pièces, ça sent un peu les images de synthèse du début des années 2000. Hein. Mais voilà, on a des images de synthèse, elle fait des parties sur le plafond. Voilà. C'est la seule imagination. Donc, c'est une non-imagination. Vous n'avez pas un cavalier qui fait hi, hein, et qui se transforme en cheval. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans l'imagination. En fait, on est dans la combinatoire rendue sensible pour nous, public néophyte,
Alors bien sûr, il y a des insistances sur des champions, mais bien d'avant, hein, des champions comme Paul Morphy ou Capablanca ou Alekhine. On dit d'ailleurs qu'elle a le style d'un grand maître qui s'appelle Alekhine, qui est un style féroce, imaginatif, voilà. Mais là, il y a de l'imagination dans Alekhine. Hein. C'est vraiment imaginatif. Il y a des combinaisons. On sent que le mec, il jouit. Alekhine est un champion russe, mais naturalisé français dans les années 20, à la fin des années 20. Mais Alekhine, moi j'ai étudié personnellement toutes ses parties, presque, enfin énormément de parties. C'est quelqu'un qui écrivait sur les parties. La plupart, faut savoir ça, la plupart des joueurs non seulement écrivent leurs parties, mais les fantasmes, les jouent. L'imagination est centrale. Et le roi de l'imagination au jeu d'échecs, moi j'adore Tal, un joueur d'échecs exceptionnel que j'aime beaucoup, mais c'est Kasparov, un des récents, un des grands imaginatif des jeux d'échecs que l'on qualifie d'hypermoderne, une nouvelle école de jeux d'échecs, c'est la créativité, c'est l'imagination. Elle affronte un Russe qui s'appelle Borgov dans la mini-série, qui est un peu le pendant de Karpov. Hein. Anatoly Karpov, Vassili Borgov. Bon, style bureaucratique, nous est-il dit, vraiment sortant des grandes écoles russes de formation du jeu d'échecs et un peu le soviétique, quoi, le joueur soviétique. Bon, c'est vrai que par rapport à Kasparov, Karpov, il a un jeu académique, on va dire. C'est l'académisme russe orthodoxe, on va dire. Alors que Kasparov, il imagine, il crée, il invente, il ose. Il y a le frisson aussi, vous savez, d'oser des coups. Et ça, c'est peu montré. Parfois, au jeu d'échecs, même à un très haut niveau, on ose des coups qui sont notés d'ailleurs avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. Ça veut dire c'est très casse-gueule ton coup, mais tu peux l'avoir si l'autre le voit pas. Ou encore mieux, un point d'exclamation suivi d'un point d'interrogation. Et ça veut dire c'est audacieux, ça peut vraiment marcher. Mais c'est non validé encore par la théorie. Et puis il y a des points d'exclamation seuls, ça c'est des très bons coups. Et puis des doubles points d'exclamation, ça c'est des coups fracassants. Et ça c'est dans la notation même du jeu d'échecs. Donc les joueurs imaginent, créent, inventent. Il y a du plaisir, on est traversé de plaisir. Ce qu'on apprend au jeu d'échecs, c'est à diviser la façon d'appréhender le jeu en deux grands piliers, la tactique et la stratégie. La tactique, c'est ce que Bess semble avoir, c'est l'intuition fulgurante, là, au moment T, à l'instant T, vous voyez une position et vous le sentez intuitivement. Et ça, tous les grands joueurs l'ont, tous les joueurs l'ont. On a une intuition du bon coup. C'est peut-être pas le bon, peut-être qu'il y a des pièges, mais on doit s'entraîner, c'est fondamental pour progresser au jeu d'échecs, sur des positions, sur des problèmes, sur des positions de partie existantes, à sentir le bon coup pour trouver la meilleure tactique. Comment je me sors de la panade dans cette situation très compliquée? Comment je trouve le coup génial là que je dois jouer? Et je me souviens de mon professeur de jeu d'échecs, il me donnait des devoirs à faire, et un des devoirs, c'était des exercices d'échecs. On ne peut pas progresser sans exercices d'échecs, même si on est très doué tactiquement, vous devez tout le temps entraîner votre tactique. Chose fantaisiste dans la mini-série, lorsqu'elle s'entraîne, quand elle lit des livres, elle a besoin de l'échiquier pour lire le livre et faire les coups. On ne fait pas ça. À un certain niveau, on lit le livre, et il y a des dessins d'ailleurs, souvent dans les livres, ils nous remettent des positions. On n'a absolument pas besoin de l'échiquier. Ça, c'est un truc de débutant. Donc, les très beaux plans, quand elle est dans son bain et qu'elle joue au jeu d'échecs comme ça, contre elle-même, alors qu'elle est capable de faire des parties mentales en regardant le plafond. On dit, OK, il a voulu faire son joli plan. Et ça marche, c'est un joli plan, on se laisse savoir. Mais là, on sent le réalisateur. En fait, on n'oublie jamais le réalisateur. Il est très là, il est très présent, le réalisateur. Il nous montre qu'il a fait du bon boulot. C'est un peu bavard, il est là. Regardez le beau plan, vous avez un bain, une super nana, et elle joue au jeu d'échecs dans son bain. Ah, regardez le beau plan, elle est chez elle, elle fume un joint et elle joue au jeu. Je pense à un film qui s'appelle Fresh. Alors là, vraiment que je vous recommande. C'est l'histoire d'un Afro-Américain jeune, un enfant, qui tombe dans le trafic de drogue et qui fait du jeu d'échecs en parallèle. Et qui va se servir du jeu d'échecs, qu'il fait d'ailleurs dans un lien avec son père, dans les squares, vous savez, c'est très très beau, très réaliste. Et il se sert du jeu d'échecs pour renverser le gang, enfin, je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas pour se battre dans sa vie de dealer. C'est un chef-d'œuvre. Et là, vous avez un rapport au jeu d'échecs qui est très proche de la chose. Et c'est des parties rapides, vous savez, des blitz, et on la voit jouer au blitz d'ailleurs, à des blitz, Bess, et elle perd.
et tout d'un coup elle se met à gagner, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucun levier qui nous permet de comprendre pourquoi, alors qu'elle était nulle en partie rapide, elle devient excellente et qu'elle remporte toutes les mises. C'est absolument pas expliqué, et ça c'est totalement fantaisiste. La tactique, le coup que je dois faire maintenant, la stratégie, le plan d'action que j'ai sur plusieurs coups, c'est beaucoup plus flou la stratégie, c'est beaucoup plus évolutif, mais sans stratégie, sans l'idée de coup à l'avance. Mais attention, c'est pas une idée comme une combinaison informatique. Tu fais ça, il fait ça, tu fais ça, il fait ça. La stratégie, c'est un mouvement. Il faut que je libère la colonne E. Il faut que mon cavalier se rapproche du roi. Il faut que j'ai le centre un peu plus. Voilà, c'est des objectifs que vous vous fixez, mais on ne peut pas gagner sans avoir ces deux piliers du jeu d'échecs. La tactique, avec son lot de fulgurance, de coups bluffants, de stress, de j'ai pas vu, mon Dieu, et la stratégie. Et alors, bien sûr, il y a des joueurs qui sont plus intuitifs que d'autres, plus tacticiens que d'autres. Ok, ça c'est assez bien vu. On voit différents styles. Ok, mais Bess ne parle jamais stratégie. On a l'impression qu'elle va devenir championne du monde simplement en tacticienne. Et ça, c'est pas du tout crédible. À un moment, Beltic lui dit ouais, il faut que tu aies un plan. Et elle dit bah non, j'ai pas de plan. Ça veut dire quoi? Et elle tombe des nues alors qu'elle est déjà à un niveau d'excellence extrême. Et elle a l'impression de découvrir, donc comme si elle avait jamais lu de livre d'échecs qui dit attention, la stratégie aux échecs, etc. Il y a toute une littérature là-dessus. Ça, c'est pas crédible du tout. La stratégie est gommée. Il y a que de la tactique. Et ben, je vais vous dire, ça résume toute cette mini-série. C'est une mini-série tacticienne. Comment là, à 7 minutes, je vais faire plaisir aux spectateurs. Comment là, elle va répondre ça à cette phrase-là. Comment là, elle va se sortir de cette situation. C'est que de la tactique et il n'y a aucune stratégie. La preuve, c'est que cette fausse intrigue liée au flashback du passé et à ses soi-disant traumas passés n'est jamais élucidée. Ce qui pourrait avoir l'apparence d'une stratégie, un peu comme dans Rocky, et notamment l'épisode numéro 4, quand il affronte un Russe en pleine guerre froide. Rocky Balboa, le champion de boxe, va affronter Draco, un champion extrêmement sortant de la science, sans intuition, une sorte de machine à boxer. Et Rocky, c'est l'Américain qui est traversé d'émotions, hein, l'opposé de Bess pour le coup, traversé de failles. Et il va affronter dans Rocky 4, voilà, il y a un affrontement entre la science et la bureaucratie, la technocratie, et puis le mec qui s'est entraîné à soulever des bûches, à boxer contre des bouts de viande, et qui a eu un entraînement par un Afro-Américain, voilà, qui lui a dit rentre dans ta salle de boxe quand t'étais jeune, transpire avec les vrais gars qui ont l'œil du tigre et ça ira mieux. Eh bien, dans cette série, il n'y a pas de stratégie, c'est une série tacticienne. On voit que des coups plus ou moins époustouflants, voilà, puis on s'en lasse, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. On croit jusqu'au bout qu'on va avoir la révélation. Alors, on a une sorte de révélation, je spoil, qui aurait pu être très émouvante, qui est un peu émouvante. Le concierge qui lui a appris à jouer au jeu d'échecs quand elle avait 9 ans a toujours eu un lien de fan, pas de père, hein, mais de fan. Elle découvre dans l'orphelinat, alors que Monsieur Scheibel, le concierge, est mort, elle découvre qu'il avait suivi son parcours de championne. Voilà. Bon. Il y a plus débordant comme scène. J'ai un peu versé ma larme, mais c'est bon. Elle sèche très vite. Elle sèche très vite. Elle imagine des parties, je vous l'ai dit, avec le plafond et des pièces qui se dessinent sur le plafond. Une scène qui aurait pu être magnifique aussi dans l'épisode 7, c'est qu'à un moment, ça apparaît, tout d'un coup, mais ça apparaît gratuitement. Il n'y a aucun élément déclencheur pour que tout d'un coup, elle retrouve ses capacités, on va dire, échiquéennes, parce qu'elle refait le truc qu'elle faisait quand elle était petite, les pièces réapparaissent. Il y a un frisson. Je tiens à souligner, bien sûr, que la musique est superbe. Na 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 na, le thème ta la 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 la, qui est à la fois obsédant, pa la 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 la, et à la fois ça dégringole, un peu comme les dés qui dégringolent. Il y a l'idée d'une chute, ça aurait été bien s'il y avait vraiment une chute dans l'alcool ou les addictions. Il n'y a pas de chute du tout va bien, vive l'alcool, vive les addictions. Donc, mais ce thème est très très beau. À part les standards du rock, on a une musique composée principalement de piano, léger, discret, propre, émouvant. La mère joue beaucoup Satie, les gnosiennes, la gymnopédie. Donc on est dans la petite note à la Satie, une petite note étrangère. C'est la petite note étrangère qui évoque une fêlure. Na, 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 na. Voilà. Le triton, la musique est très bien faite. Le compositeur a su mélanger les cordes et le piano comme rarement on le fait.
et même des corps parfois, un orchestre minimaliste. Voilà, et c'est très beau, c'est très pur. Ces pilules vertes qui font partie de l'affiche de la mini-série auraient pu être plus iconiques, un peu comme la pilule rouge dans Matrix, quelque chose qui renvoie à un état désastreux, un état de brouillard mental, un état de confusion mentale. Pas du tout. Là, c'est des petits bonbons qu'elle a besoin de manger pour aller mieux. C'est traité exactement comme ça. Elle a besoin des petits bonbons pour aller mieux. Je n'ai pas mes petits bonbons. Comment je vais gagner le champion? Ah, j'ai mon petit bonbon. Je vais gagner le champion. Voilà la ritournelle autour de ce truc qui devrait être iconique. C'est dans l'affiche. L'alcool, elle boit des bières, ouais, d'accord, elle boit de la tequila. Et les pilules vertes. Mais la pilule verte n'est pas un symbole. C'est pas un symbole parce qu'on n'a pas déliré oniriquement. C'est une série qui se retient de délirer oniriquement, de créer des objets propres à cette série. Alors après, on nous montre sur l'affiche les pilules vertes, mais on se dit, mais non, c'est mal traité. C'est pas le propos. L'horloge est un thème important. Parfois, le tic-tac de l'horloge pour les parties de jeux d'échecs se mélange à la musique. Alors c'est voilà un côté métronomique comme ça, tac, 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 tac. Voilà, c'est assez beau. On doit déclencher l'horloge de l'autre pour commencer la partie. L'horloge aurait pu être iconique. Vous voyez la différence entre c'est là, c'est présent, le réalisateur a fait le job, il y a des horloges, et puis le côté iconique. Le jeu d'échecs est fétichisant. Je fétichise madame. On voit jamais les pièces en gros plan. On la voit jamais avec une pièce à la main. Elle aurait pu, au lieu d'avoir des poupées, avoir son roi dans la main. L'horloge aurait pu être un cadeau. L'horloge, c'est le temps qui passe, c'est le temps qu'il me reste. Regardez la métaphore, comme elle aurait pu être riche philosophiquement. La métaphore de l'horloge. Plutôt que de montrer tout le temps des pièces qui bougent, l'obsession du temps. Il y a des parties qu'on gagne grâce au temps, qu'on perd grâce au temps. Quel philosophe, quelle œuvre philosophique pourrait résonner avec tout ce qu'on vient de dire? Il est question de quoi? Il est question, soi-disant, d'addiction. Je vous ai montré qu'en fait, c'est une addiction tellement glamourisée qu'elle est absolument inoffensive. Par contre, il est question d'une addiction au jeu. C'est-à-dire que à partir du moment où on comprend que Bess n'est pas humaine, qu'elle flotte dans une vie, mais qu'elle a un problème, c'est son anempathie profonde, eh bien, le jeu lui apporte la seule denrée possible. Alors, on pense à tous les philosophes qui ont critiqué le divertissement à outrance. Le premier des philosophes, celui dont la critique résonne le plus encore aujourd'hui, c'est Pascal. Pascal critique le divertissement qui finalement nous divertit de la mort, de la peur de mourir. Et je trouve que ce thème de la mort est en fait très peu présent. Bien sûr, elle est hantée par le fait d'être orpheline et d'avoir perdu sa mère, mais la mort est absolument, encore une fois, traitée comme un robot pourrait traiter la mort. Tiens, on a débranché maman. Tiens, on a débranché maman adoptive. Voilà, sa mère adoptive meurt, elle la regarde, elle l'enterre, il se passe rien, elle serre un peu les poings et c'est fini. Et ça, c'est totalement scandaleux. Là, on loupe quand même une scène importante. Elle avait retrouvé une figure qui l'aidait à trouver confiance en elle, à se détendre, à la connecter au plaisir de vivre. Elle meurt, normalement, c'est un drame. Normalement, elle est traumatisée. Normalement, il se passe quelque chose. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ça va. La mort n'existe pas. Il y a le jeu d'échecs, je suis un robot. Et donc, Pascal aurait pu nous rappeler, là, et doit nous rappeler que, évidemment, plus on plonge dans l'addiction du divertissement, plus on veut fuir la mort, plus on veut fuir notre misère humaine, nos fragilités. Et d'ailleurs, il est question souvent, elle dit « je n'ai aucune faiblesse », elle ose dire ça, « j'ai aucune faiblesse, je suis la meilleure ». Et de fait, elle n'a aucune faiblesse, elle est la meilleure, encore une fois. Mais voilà, on aurait aimé qu'elle se descende un peu de 3 étages, tout petit peu, et qu'elle soit vraiment confrontée à la douleur de vivre. Un philosophe plus récent, français également, aurait été Jacques Ellul. Jacques Ellul, dans le bluff technologique, nous met en garde cette dégradation de l'homo sapiens, l'homme qui sait, en homo ludens, l'homme qui joue. Eh bien, c'est une dégradation qui risque de mettre en péril ni plus ni moins que la civilisation. Jacques Ellul, philosophe engagé contre la technique, critiquant le système technique, essayant de trouver la liberté à la fois dans un marxisme hétérodoxe et un christianisme, se référer à Jacques Ellul est intéressant à un double titre. D'abord sur le contenu du jeu de la dame, de The Queen's Gambit. Le contenu, c'est l'addiction et aussi l'addiction au jeu, qui n'est pas traité. C'est toujours bien de jouer au jeu d'échecs. Pas une seule fois le jeu d'échecs est une ombre au tableau. C'est la solution, le jeu d'échecs. Donc il y a une sorte de panacée dans le jeu d'échecs. Jacques Ellul, il critique
le côté divertissement, mais aussi c'est une métacritique. Une critique de ce que fait Netflix en produisant des séries comme ça, qui utilisent le vernis de la critique sociale, des luttes féministes et antiracistes pour nous fourguer du conservatisme et de l'endoctrinement absolument, absolument détestable. Jacques Ellul nous arme contre cette forme de divertissement-là, ces séries qui nous remplissent l'âme de choses bien peu substantielles, avec une sorte de vernis critique bien, je veux dire, qui craque très, très rapidement dans le bluff technologique. Vous voulez de la démocratie? Commencez par supprimer tous les jeux télévisés et informatisés. L'homme moderne est un homme perverti non pas moralement, mais dans son intelligence, son attention et son échelle de valeur par le divertissement. Il n'est plus rien qu'une permanente répétition de jeux. Et je dirais tout net que la plus grande menace de notre société occidentale n'est pas celle du communisme ou de l'américanisme. Ce n'est pas la drogue et l'alcool, c'est l'explosion du jeu, l'absorption des Occidentaux dans le jeu, leur avilissement, désengagement, évasion et perte de sens dans et par le jeu. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce si c'est le cas, des petits commentaires pour faire marcher la chaîne et surtout pour que je puisse lire, vous, quelle est votre lecture de The Queen's Gambit, du jeu de la dame. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, appuyer sur la cloche et bien sûr souscrire, devenir membre. Il y aura d'autres Philozooms réservés aux membres, des vidéos très régulièrement postées. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur ma chaîne qui est aussi un peu la vôtre. Salut les amis!